On est jeudi, il est midi pile. Je peux pas, GIA. On commence, c'est déjà la 7e édition et on a une édition assez dense. Alors on commence tout de suite. Nvidia dépasse Microsoft pour devenir la 2e entreprise la plus valorisée au monde et elle talonne désormais Apple avec une valorisation à 3,19 trillions de dollars. Les IA, il y a de l'argent derrière. Par contre, Aleph Alpha, c'est déjà fini. Alors, qu'est-ce que c'est Aleph Alpha? C'était le pendant allemand de Mistral, et donc c'était l'espoir allemand de l'IA qui était, qui a été créé. C'est une startup qui a été créée il y a un an. C'était l'espoir de voir émerger un OpenAI européen, en parallèle avec Mistral, capable de rivaliser avec les géants américains, alors que Mistral accumule les succès. Eh bien, OpenAI se trouve face à un manque d'accès au financement, et on reparlera de financement pas mal au cours de ce live, et une gestion interne chaotique. Eh bien, la startup a déjà dû mettre la clé sous la porte. Enfin, 3e flash news, le prix Nobel de chimie a été attribué à Demis Hassabis et John Jumper de Google pour la prédiction de structures de protéines grâce à l'IA AlphaFold. Et on va accueillir directement Anne-Lyne qui va réagir peut-être sur ces flash news. Hein. Bonjour Anne-Lyne, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Emmanuel. Moi, j'étais plutôt plongée dans des grandes questions que tout le monde se posait. Et il y en a une quantité, hein, j'espère que tu pourras y répondre. Mais peut-être, comme tu me disais, tu veux mon opinion sur la dernière flash que tu viens d'annoncer. Voilà, est-ce que tu as des réactions sur ces flash news, sur la valorisation de Nvidia, sur le tableau de bilan déjà de Aleph Alpha, et puis un prix Nobel de chimie qui est attribué, pas vraiment à une intelligence artificielle, mais en tout cas à des chercheurs qui ont développé des intelligences artificielles qui nous permettent d'aller plus loin dans la prédiction de structures de protéines. Alors, moi, comme tu le sais, je ne suis pas une experte, contrairement à toi, sur l'intelligence artificielle. Je grandis à tes côtés, pardon. Ce qui est sûr, c'est que pour Nvidia, je pense que certains investisseurs seront très contents quand on voit le marché boursier actuellement. Peut-être qu'ils vont pouvoir refaire des investissements et puis conseiller de jeunes investisseurs comme nous pour pouvoir grandir avec eux sur le marché. Et puis, concernant les chercheurs, c'est une très bonne info que tu me donnes, parce que ça répondra certainement à la suite de nos questions derrière. Mais effectivement, je pense que, de toute façon, dans chaque domaine, on aura besoin d'intelligence artificielle, et que les chercheurs font bien de l'utiliser, que ça leur permettra peut-être d'avancer plus vite dans leurs recherches et nous apporter enfin des solutions plus concrètes à nos besoins, plus rapidement. Ok. Merci Anne-Lyne. Alors, d'abord, aujourd'hui, on est en direct de Lyon. On est en direct d'un coworking, c'est l'Anticafé. C'est un très, très chouette coworking ici, dans le centre même de Lyon, pas loin de l'Opéra. Et la semaine prochaine, le boss sera à Paris, et le boss sera avec son premier boss. Et oui, j'aurai le plaisir d'accueillir Sami Ayoub, qui a été mon premier patron, en fait, quand j'ai commencé ma carrière dans le retail informatique. Et donc, j'aurai le plaisir de l'accueillir et voir un petit peu son retour sur les intelligences artificielles chez ses clients, puisque lui propose des services de direction financière et de stratégie aux entreprises. Voilà. Alors, on va venir sur la question du jour. Qu'est-ce que Claude nous a sorti pour la question du jour? La question du jour, c'était: est-ce que l'IA est trop complexe? Alors, je vous lis ce que Claude nous répond. L'IA n'est pas incompréhensible, elle est accessible avec les bons outils. L'IA est sophistiquée, mais pas hors de portée. Distinction importante. Les aspects qui rendent l'IA accessible: les interfaces utilisateurs simplifiées, les outils de développement no-code ou low-code, et les formations et ressources éducatives en ligne. Ce qui reste complexe, c'est le développement d'algorithmes avancés, l'optimisation fine des modèles et la gestion de systèmes IA à grande échelle. Quelques exemples d'accessibilité de l'IA: plateformes de machine learning comme Google AutoML, assistants virtuels customisables pour les entreprises et les outils d'analyse prédictive intégrés dans les logiciels de business intelligence. Quelles sont les implications pour les entreprises? Former les employés au concept de base de l'IA, utiliser les solutions
IA prête à l'emploi pour des besoins spécifiques et collaborer avec des experts pour des projets IA plus complexes. L'IA, conclusion de Claude, c'est un outil puissant devenant de plus en plus accessible. Notre opportunité, démocratiser l'utilisation de l'IA dans tous les secteurs. Comment votre entreprise rend-elle l'IA plus accessible à ses employés? Quelles initiatives de formation ou d'outillage avez-vous mises en place? Donc voilà, ma réaction par rapport à ça, effectivement, l'IA et les concepts d'IA et la création d'une IA, ça reste quelque chose d'extrêmement sophistiqué et complexe. Mais par contre, son utilisation, au contraire, ça simplifie en fait notre rapport à la technologie. C'est un petit peu ce que j'explique dans mon fameux Twig Textual, Graphical et Natural Interface. On va vers une utilisation de plus en plus simplifiée en fait de la technologie, une interaction qui va être de plus en plus naturelle avec la technologie. Une petite réaction en ligne? Eh bien, non, ça va dans le sens des choses que j'ai entendues et que tu me démontres chaque jour. Effectivement, c'est un outil de soutien, c'est une aide supplémentaire, donc il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir l'appréhender, c'est pas si compliqué que ça quand on a compris le mécanisme. Après, comme tu dis, il faut trouver les bons outils. Exactement. Alors, Anne, on va te quitter un tout petit moment. On va te retrouver pour ta chronique, bien entendu, qui sera un petit peu particulière aujourd'hui parce que je pense que tu vas me challenger un petit peu. Hein. Exactement, c'était mon défi voilà. du jour. Aïe, aïe. Voilà, et on va passer sur la démo. Alors, à tout de suite, Anne. Alors, la démo du jour, ce sera sur la fameuse fonctionnalité de ChatGPT, donc le nouveau ChatGPT. Voilà, alors je vais recréer une nouvelle. Voilà, un nouveau chat et on va faire tout ça ensemble. Je vous partage tout de suite mon écran à la bonne dimension. Hop. Présenter. Et voilà. Et donc, on a ChatGPT. Attention, j'ai choisi ChatGPT 4o with Canvas, qui est en version bêta. Et vous allez voir ce que ça donne. Je vais demander à ChatGPT, écrit un article, sur la complexité de l'IA. Alors, la complexité perçue. Vas-y, mon petit chat. Et voilà, évidemment, ChatGPT, vous voyez, m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et c'est là qu'est l'innovation avec Canvas. Donc, vous voyez que ChatGPT, en fait, va commenter sur la gauche ce qu'il fait. Et apparaît ici, en bas à droite, un petit crayon. Et il me propose plusieurs choses. Il me propose d'ajouter des emojis. On ne va pas le faire tout de suite. Il me propose de peaufiner. Il me propose le niveau de lecture. Il me propose d'ajuster la longueur. Je vais commencer par ajuster la longueur. Et donc, je peux avoir un texte plus long, le plus long, ou plus court. Je vais faire plus court. Et donc, ChatGPT va réécrire le texte en le faisant plus court. Hop, vous voyez clairement, il est plus court. Je vais demander maintenant d'augmenter le niveau de lecture. Hop, on va passer. On va passer d'abord en maternelle. Voilà. Vous voyez, donc ChatGPT va adapter le niveau de lecture. On va maintenant passer en niveau de lecture enseignement supérieur et voir la différence que ça fait. Donc vous voyez, ChatGPT va adapter le niveau de lecture. Alors c'est quelque chose qu'on pouvait déjà bien entendu faire, donc il n'y a rien d'innovant dans la fonctionnalité, mais c'est dans l'ergonomie maintenant, puisque ça peut se faire directement ici à partir d'un simple clic. Donc, ici on va à nouveau réduire la longueur parce que là c'est devenu un petit peu plus long et on a envie d'avoir quelque chose qui va être pratique à faire. Donc en temps réel, on voit ChatGPT qui réduit. Et à chaque fois, vous avez un commentaire sur la modification. Donc c'est simplement, alors vous avez certainement vu passer déjà des informations sur ce ChatGPT with Canvas qui va révolutionner, ChatGPT qui a changé à tout jamais. Non, en fait, ce sont simplement des fonctionnalités qui existaient déjà, qui étaient déjà activables simplement par des prompts et qui maintenant sont disponibles très facilement
avec ce petit tableau ici. Donc, vraiment, ça facilite vraiment la vie de l'utilisateur, mais ce n'est pas vraiment la révolution. Ici, qu'est-ce que je peux encore changer? Je vais lui demander de suggérer des modifications. Il va de lui-même proposer, voilà, certains endroits, et il va surligner, considérer de reformuler pour rendre cette phrase plus inclusive en mentionnant que cette perception n'est pas toujours justifiée, ce qui aiderait à adoucir l'argument. Eh bien, appliquons. Voilà, il est adapté. Ici, par contre, il pourrait être utile d'ajouter un exemple simple. Non, je vais m'en passer. Hop, je ferme. Je refuse la suggestion. Pour améliorer la flux de l'argument, ajouter un exemple concret. Là, on va le faire, appliquer. Et donc, vous voyez, vous pouvez à chaque fois choisir d'appliquer ou pas les suggestions. Et ChatGPT va simplement reprendre la phrase qu'il suggère de modifier et la remodifier. Donc ça, c'est quand même une avancée au niveau pratique qui est assez intéressante. On va évidemment, on va appliquer pourquoi pas ici, et puis on va refuser la dernière. Voilà, et vous voyez, tout ça se fait en temps réel. On va lui demander maintenant de peaufiner. Et voilà, il nous remet une mise en page encore plus affinée. Et enfin, cerise sur le gâteau, puisque c'est proposé, c'est pas très utile, mais on va lui demander d'ajouter des emojis. Voilà. Et je peux évidemment aussi intervenir dans la barre de chat, moins d'emojis. Ah ben, moins, ça veut dire 0. Voilà, c'est simple. Je vais dire quelques emojis. Et voilà, il y en remet quelques-uns. Donc, vous voyez, une barre d'outils très utile avec cette fonctionnalité ChatGPT 4 August Canvas. Donc, on a vraiment maintenant non plus simplement un chatbot d'intelligence artificielle, mais un éditeur de texte qui est intégré donc, à l'intelligence artificielle, donc, qui vous permet de retravailler des textes. Le post que j'ai publié hier sur l'outil LexisNexis était généré grâce à cette technique. Voilà pour ce qui est de ChatGPT 4o with Canvas. On arrête le partage, je reviens vers vous et je vais partager autre chose avec vous qui est assez bluffant. C'est l'App Star. L'App Star d'aujourd'hui, ça va être Notebook LM de Google. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une application de Google qui est assez bluffante et qui vous permet de relire vos notes de manière un peu originale. Je vous partage mon écran à nouveau, voilà. Et donc, Notebook LM vous permet d'écouter une conversation à propos de vos sources. Comment est-ce que ça se passe? Vous allez dans le notebook mettre vos notes, des informations, des documents. Voilà. Donc, vous allez sur Notebook LM, vous créez un nouveau notebook, vous ajoutez au moins une source, et puis vous allez générer une audio overview. Et qu'est-ce que Notebook LM va créer? J'espère que je vais pouvoir vous partager le son également. Normalement, ce sera le cas. Vous me direz dans le commentaire, et Anne-Lyne, tu pourras me réagir aussi sur WhatsApp pour me dire si ça fonctionne. Voilà le son et voilà ce que peut donner un Notebook LM. You ever get that feeling like you're just drowning in information, articles, PDFs, websites, all promising to like unlock the secrets of the universe? Or at least help you finally finish that research project you've been putting off. Exactly. It's like trying to drink from a fire hose, you know? I mean, I love learning new things, but who has the time to actually go through all of it? Wouldn't it be amazing if there was some kind of like AI that could do the reading for you and then just like tell you the good stuff? Well, what if I told you that's exactly what we're diving into today? Wait, seriously? Et donc, voilà, vous entendez qu'à partir de sources que je vais avoir données à Notebook LM va me créer un podcast avec des voix artificielles ou naturelles utilisées ou clonées, avec des expressions
avec de l'enthousiasme, des rires, etc., pour générer un contenu audio que je vais pouvoir écouter pour acquérir le contenu que je souhaitais acquérir ou pour simplement relire des notes, etc. C'est assez bluffant, c'est pas mal, et ça permet d'avoir une nouvelle manière de voir le contenu qu'on souhaite acquérir. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis assez bluffé. Évidemment, comme toujours, je vous donnerai les liens vers ces applications dans le compte-rendu du live que vous recevrez dès demain sur LinkedIn. Voilà. Eh bien, on va accueillir à nouveau Anne-Lyne pour le challenge. Alors, Anne-Lyne, voilà, je suis prêt. Vas-y, shoot. Tu es sûr, tu n'as pas peur, tu es prêt? J'ai pas peur. Moi, je n'en doute pas. Avec toi, je n'ai aucune inquiétude. Comme tu le sais, je t'avais dit, moi, je m'étais intéressée un peu aux grandes questions que tout le monde se pose, maintenant qu'on a débunké déjà certaines choses. Donc, j'ai été de questionner certains de mes amis, j'ai été fouiller sur les réseaux, puisque tu sais que mon expertise principale sont les réseaux sociaux. Et du coup, j'en ai sorti quand même des grandes questions qui sont inhérentes, quel que soit l'endroit où je les pose et je demande. Donc, je me dis qu'il serait intéressant d'y répondre. C'est que vraiment, il y a un vrai intérêt là-dessus. Allez, on va y consacrer quelques minutes alors. Voilà, je vais peut-être pas tout poser parce qu'il y en a quand même beaucoup. Peut-être que tu me diras non, allez, il faut qu'on avance. Mais voilà, je vais te poser une question au moins générale, une question au moins par secteur d'activité, et puis une question à laquelle on ne s'attend pas. Et pour finir, cerise sur le gâteau, une petite question insolite. Parce que j'aime bien les petites choses drôles, donc tant qu'à faire, autant finir avec une note légère. D'accord. N'oublie pas qu'on a promis de terminer à 12h30. Hein. C'est pour ça, j'en fais qu'une. Je peux pas, Gélia. C'est pour ça que j'en fais qu'une par catégorie, parce que sinon ça va être trop. Surtout certains, on en a déjà parlé, comme l'impact du travail dans le marché du travail. Ça, on a déjà pris dans notre premier live ensemble, il me semble. Comme aussi sur le bénéfice sur l'humanité. Tout ça, ce sont des choses que tu as déjà abordées. Mais une grande question qui ressort et que je pense qui est intéressant à souligner, quels sont les risques éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et à son développement rapide. Comment garantir une éthique justement dans cette intelligence artificielle? Est-ce que c'est possible? Annie, tu ouvres déjà une boîte de Pandore, on va déjà dépasser les 12h30 là. On peut faire court, faire ça plus dans une autre émission développement. Alors, c'est une question qui est hyper pertinente, évidemment, et je n'ai pas de réponse absolue. Je peux donner des pistes de réflexion, bien entendu, mais l'éthique, elle va être bien sûr, dans l'utilisation qu'on va en faire de l'IA. Parce que l'IA, en fait, quand on dit que l'IA est éthique, l'IA, c'est juste un outil. Comment est-ce qu'un marteau peut être éthique? Comment est-ce qu'un marteau peut être bienveillant? C'est pas possible. L'IA, c'est la même chose. C'est un outil qui est bien entendu beaucoup plus développé qu'un marteau, mais ça reste un outil. Donc, c'est l'utilisation qu'on va en voir qui doit être éthique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment avec des recommandations de l'UNESCO, mais qui restent aujourd'hui des recommandations, avec des réglementations européennes avec les AI Act, mais qui sont encore très en retard, puisque, comme je le rappelais ce matin dans une conférence, on a le gros désavantage ici en Europe et aux États-Unis, mais surtout en Europe, d'être dans une démocratie. Et dans une démocratie, les processus de décision prennent du temps. Ce qui est normal. Il faut demander l'avis des gens, c'est tout à fait normal, mais ça entraîne une décorrélation, en fait, du timing, si tu veux, de la prise de décision et des besoins liés aux IA qui avancent à une vitesse phénoménale. Bien entendu, en Chine, même si c'est People Republic of China, Democratic Republic of China, c'est pas très démocratique. Et donc, là, c'est simple, le leader choisit et le lendemain, tout le monde applique. Ici, c'est pas le cas et c'est très bien, mais ça veut dire qu'on est en retard sur toutes les questions éthiques, sur toutes les questions de réglementation. On est très en retard. On peut compter derrière sur les entreprises qui développent des IA pour respecter l'éthique. Mais quand on regarde le cas d'OpenAI et ce qui s'est passé, et j'y reviendrai dans la saga, puisque maintenant j'ai mis un article carrément de la saga OpenAI pour toutes les semaines, parce qu'il se passe toujours quelque chose d'OpenAI,
Et déjà, rien que cette semaine, j'ai déjà 3 points et je n'ai pris que l'essentiel pour OpenAI. Et donc, on a vu que Sam Altman avait été viré pour des questions d'éthique. Il est revenu, il a viré tout le board qui était composé d'académiciens dont on pouvait s'attendre qu'ils étaient plus éthiques que sur les aspects financiers. Le comité de super-alignement qui a été mis en place vient d'être dissous il y a quelques mois. Ilya Sutskever est parti pour des raisons éthiques aussi pour développer sa propre boîte qui s'appelle Safe Super Intelligence. Les dissidents d'OpenAI qui ont fondé Anthropic sont partis pour créer une IA plus éthique. Mais qu'est-ce que ça veut dire éthique? Donc la question, elle reste ouverte. Et c'est une question hyper pertinente. Moi, ce que je peux recommander, c'est dans nos usages, parce que au final, les IA qui sont développées par des entreprises qui vont être éthiques ou pas, vont être utilisées par des personnes. Et c'est là que l'éthique doit être présente. Et en fait, je veux dire, c'est un peu comme partout, parce que dans le travail, c'est aussi l'éthique qui va distinguer des professionnels d'autres professionnels qui le sont moins. Et donc, ça va se jouer aussi dans l'utilisation de l'IA. J'ai pas été trop... Peut-être que finalement, la question est mal posée. Effectivement, ce n'est pas l'IA qui est à remettre en cause, mais plutôt nous, l'utilisation qu'on en fait et les données qu'on lui transmet, comme on l'avait déjà souligné. Comme souvent dans l'IA, c'est l'humain qui est à mettre en cause, même dans les biais, etc. Alors maintenant, deuxième question. Attention, tu as déjà bien répondu à la première. Je vais parler plutôt... Attends, je pioche parce que j'hésite. Mon cœur balance entre les trois. Ça prouve bien que tu as du direct, c'est pas préparé. Non, mais en fait, moi-même, tu vois, j'ai une dichotomie là-dessus et je ne sais pas laquelle, celle que j'aimerais le plus entendre. Mais je vais rebondir sur celle du climat parce que j'en avais parlé la semaine dernière. Et du coup, comme on sait que l'IA impacte quand même l'environnement de façon importante, comment justement peut-elle contribuer à la lutte contre le climat? Et peut-elle peut-elle faire des prévisions de catastrophes naturelles? Est-ce qu'elle peut avoir un rôle dans ce changement climatique? Alors, d'abord, je parlerai de ce sujet aussi dans la météo de l'IA, tout en fin de live. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, comment... Effectivement, j'en avais déjà parlé. Certaines, c'était dans une flash news, je pense. Effectivement, il existe des IA qui sont capables, dans leur analyse prédictive, de prévoir des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Donc, ce sont des chercheurs américains qui ont développé une IA qui, appliquée à des mouvements sismiques en Chine, était capable de prédire, alors je ne sais plus le pourcentage honnêtement, mais c'était un pourcentage assez impressionnant, dans les 80-90% des tremblements de terre dans la région concernée. Donc oui, effectivement, les IA, et par une météo plus précise, puisque ce qui caractérise principalement les IA, c'est la gestion de grandes quantités de données, et de manière de plus en plus précise, et la capacité de calcul. Or, dans la météo, justement, c'est ça qui va donner la précision de la météo, c'est l'affinement de la grille qui, forcément, impacte la consommation en calcul, et ça va être le refinement aussi des données qu'on va donner, qu'on va fournir à l'intelligence artificielle pour prédire. Donc, on va avoir des météos grâce à l'IA qui vont être de plus en plus précises, avec toujours un niveau d'incertitude, parce qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas prévoir à 100%, mais on va aller plus loin dans la prévision d'inondations, de tremblements de terre et de ces catastrophes naturelles. Donc ça va être, non pas, on ne va pas pouvoir changer le climat, mais on va peut-être pouvoir changer l'impact qu'il peut avoir sur les gens, en éventuellement évacuant des populations ou les prévenant de se mettre à l'abri sur des périodes données, là où sont prévues des catastrophes naturelles. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose au niveau du climat, comment est-ce que l'IA peut impacter le climat? Eh bien, dans les avancées dans la technologie pour simuler des solutions plus rapidement, donc des solutions d'économie d'énergie, simuler des solutions de création, de génération d'énergie avec... j'ai vu un post la semaine dernière qui était très, très,
c'était bluffant sur des cerfs nageants. Alors, qu'est-ce que c'est un cerf nageant? Enfin, c'est moi qui ai donné ce nom. C'est comme un cerf volant, mais qui est sous l'eau et qui va générer de l'énergie grâce au courant marin. C'est génial. Et ça permet, les courants marins, ce sont des forces immenses, et si on peut les récupérer, si on peut se servir de l'IA pour les récupérer, c'est pas mal. Voilà. Bon, C'est la famille qui va être tu vois, d'apprendre ça. oui, il faut, à chaque fois, je prends quelques minutes, il ne faut pas me lancer sur des questions trop complexes, sinon je vais prendre trop de temps. Et on a encore la saga et la météo. Allez, je t'écoute. On va faire. La dernière, tu pourras faire plus court. Mais voilà, ce qu'on peut conclure sur l'environnement, c'est que ce n'est pas l'IA qui va changer les choses, mais ça va être bien l'humain qui va être aidé, encore une fois, par les outils IA qui seront mis en place. Voilà. On en vient toujours à la même chose. Toujours. Alors, je ne te relance pas sur le sujet. Je te pose la question insolite. Là aussi, il y en a plusieurs qui me tentaient, mais je pense qu'il y en a une qui va généraliser l'ensemble de ces questions, puisque l'IA intervient un peu partout, notamment dans le graphisme. Moi, je le vois aussi dans mon travail, dans la rédaction, dans le community management et autres. Mais l'IA, est-ce qu'elle aura la dimension en elle-même de devenir un artiste en part entière? Peut-elle devenir artiste? Je vais te retourner une question. Est-ce que quelqu'un qui est un... Alors, comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un qui fait des reproductions d'artistes, ça a un nom particulier, je ne retombe pas dessus. Donc, une personne qui fait des copies, un faussaire, voilà. Est-ce qu'un faussaire est un artiste? Avoir le talent de recopier ou alors le talent de créer, c'est vrai que ce sont deux choses différentes. Je passe à la question suivante. Et donc, si un faussaire est un artiste, oui, quelque part, mais si un faussaire n'est pas un artiste, non, pas du tout. Est-ce que l'art, c'est la création en elle-même ou est-ce que c'est aussi de savoir disposer de ces outils? Alors, ça, à chacun de trouver sa définition. La mienne sera de créer quelque chose de nouveau. Et dans ce cadre-là, moi, je vais dire que l'IA n'est pas un artiste. Très bien, chef. Boss. Alors, dernière question. La petite question inattendue. L'intelligence artificielle peut-elle faire rêver? Enfin, peut-elle rêver? Peut-elle rêver en elle-même? Faire rêver, oui, moi, elle me fait rêver sur des choses, j'avoue, déjà. Mais peut-elle rêver? A-t-elle une dimension? Je vais être extrêmement terre-à-terre et pragmatique. L'IA ne dort pas, donc ne rêve pas. Je pense que c'est une réponse simple, mais concrète et efficace que beaucoup attendent. Parce qu'en fait, on entend plein de choses de partout, mais souvent, on n'a pas de réponse concrète et précise. J'ai jamais vu des 0 et des 1 qui riaient, qui pleuraient, qui dormaient ou qui rêvaient. Donc... On peut faire semblant si tu lui demandes, mais... Voilà. Oui, c'est ça. Donc, elle peut faire semblant, mais non, elle ne rêve pas. En tout cas, merci d'avoir éclairé certaines questions que beaucoup se posent. Avec plaisir. Il nous reste 2 minutes. Saga OpenAI. OpenAI a aujourd'hui 10 milliards de cash flow, dont 6,6 milliards de levée de fonds, plus 4 milliards des banques. Donc, avec cette fameuse levée de fonds, OpenAI s'est généré 10 milliards de cash flow. OpenAI qui prévoit de tripler ses pertes c'est pas dans le sens pour atteindre 14 milliards de pertes en 2026. Et les premiers profits sont attendus en 2029, quand le revenu aura atteint 100 milliards de dollars. Et pourquoi cette mécanique alors? Perdre pour gagner? Oui, mais attends, c'est pas nouveau ça. Les startups, c'est très souvent, ça s'appelle le cash burning. Si tu regardes Spotify a mis des années avant d'être rentable. C'est vrai. Et ils sont toujours là. C'est vrai. Et ils sont toujours là. Donc, je pense que OpenAI, s'il y a suffisamment d'investisseurs qui vont continuer à mettre de l'argent, oui, OpenAI est certainement encore là pour un moment. Ceci dit, il y a d'autres IA aussi. Et pour la petite histoire, Anthropic est valorisé aujourd'hui à 40 milliards de dollars. Donc, c'est moins que les 157 milliards de dollars d'OpenAI, mais ça commence à peser quand même. Alors, rapidement, la fuite des cerveaux, la tête de Sora, donc l'IA de génération de vidéos, qui est toujours, tu vois, encore le lapsus créé généré. Donc, l'IA de génération de vidéos d'OpenAI, qui n'est pas encore sortie, eh bien, Tim Bruce, le patron de Sora, s'en va
et il quitte OpenAI pour rejoindre DeepMind, la division IA de Google. Ça fait un petit peu penser au transfert footballistique. On a des gens qui partent de chez Anthropic qui vont chez OpenAI. Enfin, pour le moment, c'est beaucoup OpenAI qui a une fuite de cerveau et tout le monde s'en va, c'est assez dingue. Donc voilà, ça c'est pour la saga OpenAI. Et enfin, la météo de l'IA, et je vais rebondir, parce que là, il est 30, donc j'ai moins d'une minute. 10, je rebondis sur ta chronique, Anne-Lyne, de la semaine dernière. Le secteur de l'IA va consommer 10 fois plus d'énergie en 2026 qu'en 2023. Par contre, Google a développé une IA qui est capable de réduire de 40% l'énergie utilisée pour le refroidissement de ses centres de données. Donc oui, on utilise l'IA aussi pour réduire les consommations et les producteurs d'électricité pour faire fonctionner les smart grids, qui vont être très complexes, vont aussi faire appel à des solutions d'IA qui vont leur permettre de gérer les smart grids. Donc les smart grids, c'est quoi? Ce sont des systèmes de production pilotables et non pilotables qui vont être entremêlés pour optimiser la production. Voilà, ce qui seront pilotés par IA. Il est 12h31, on a 1 minute de retard. Je te dis à la semaine prochaine. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Demain, vous aurez le résumé sur LinkedIn. Vous aurez le replay à partir de dans 1 minute. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.